Eh bien, à quoi peut ressembler un cours de sociologie à l'ESHS? Il faut pouvoir montrer comment des concepts de sciences sociales peuvent rendre les situations que l'on vit plus intéressantes, mais aussi plus redoutables qu'il n'y paraît. Et si possible, contribuer à la fabrication de prises sur ces situations. La sociologie, ce n'est pas parler à la place des gens, dire à leur place ce qu'il s'agit de faire, mais ce n'est pas non plus renoncer, au nom d'une image d'ailleurs fausse et farfelue de la science, ce n'est pas renoncer à avoir des effets dans le monde dit social. Pour vous y introduire, comment ne pas débuter par notre Covid-19 international? Ou devrait-on dire nos Covid-19, tant cet être suit ses chemins de mutation, de différenciation permanente, comme disait il y a plus d'un siècle le sociologue Gabriel Tarde à propos donc de non-humains. Longtemps, on a fait des sciences sociales à partir des seuls humains. On se représentait, et quand je dis « on », il faut situer cette image. On se représentait donc dans le monde occidental blanc, c'est-à-dire le monde qui s'est défini lui-même comme moderne, civilisé. On se représentait donc une réalité, avec d'un côté les humains et d'un autre côté les autres vivants et les autres éléments, qui, comme le stylo que l'on a en main, étaient réduits à bien se tenir, en tout cas tant que le stylo fonctionne. L'action serait du côté des humains, le reste, c'est l'objet de l'action de ceux-ci. Alors, la sociologie même pouvait se contenter d'analyser les rapports des humains entre eux, avec pour prétexte de ces actions le monde dit extérieur. Il y a déjà beaucoup à dire sur ces manières de se définir soi-même et de définir les éléments qui nous entourent. Mais nous avons dit les humains. Tous les humains? Certainement pas. Cette manière de faire des êtres terrestres et même de la Terre un objet inerte et disponible est impensable sans des opérations conjointes, sans en même temps, et ce n'est qu'un paradoxe logique, et ce n'est pas un paradoxe sociologique, sans en même temps déshumaniser, rendre objet un ensemble de corps machines, forcés à disparaître ou à travailler sur des terres expropriées. Il s'agit de ce que Marx appelait accumulation primitive du capital et de la main-d'œuvre disponible. Cette accumulation primitive s'accompagne de grandes violences devenues inouïes sur le corps des peuples colonisés. Notre collègue Aymar Bissoka fera toute une série de développements dans les cours d'anthropologie décoloniale dans les années suivant la première bachelier. Génocide amérindien, traite des esclaves, travail forcé, etc. Ces violences sont aussi des violences contre toute une série de savoirs écologiques, médicaux, toute une organisation collective des rapports aux lieux, à leurs usages, à ce qu'on y produit, à comment on les négocie. Nous allons voir que les êtres non humains sont dotés d'actions, certainement pas seuls, pas comme simples objets. On ne fait pas ce qu'on veut avec Covid-19. Pas plus qu'on ne fait ce qu'on veut avec le CO2, le cycle du carbone, le cycle du phosphore, le vortex polaire, etc. Par contre, en effet, ce que vont faire ces êtres particuliers dépend bien entendu de toute une série d'affaires, d'organisations, de régimes d'oppression, de modalités ou non de protection qui impliquent les humains. Covid-19 agit et se déploie au sein d'un monde capitaliste, fonctionnant par les inégalités sociales, raciales et de genre. Covid-19 n'est pas une pure création de ce capitalisme, mais Covid-19 le rencontre et semble y trouver un terrain de déploiement favorable, et un terrain favorable à une échelle de transmission mondiale. C'est un acteur de mondialisation. Il travaille localement ses chemins particuliers à chaque fois, de manière originale, selon les situations rencontrées. Covid-19 est lui-même assez indifférent à nos rapports de classe, de genre, etc. Il cherche simplement des hôtes, mais du coup il les parcourt, et il les parcourt selon les modalités de rapport des dominations telles que nous les connaissons. Covid-19 nous viendrait de Chine. Il permet
de poser une série de questions d'ordre sociologique dans lesquelles je vais rentrer maintenant. Ce serait le fruit d'une rencontre mal entendue que l'on peut nommer zoonose, c'est-à-dire une émergence d'une rencontre avec le monde animal et éventuellement dans ce cas-ci peut-être le monde animal sauvage. Comment? On ne le sait pas encore avec précision. Ce qui est par contre une piste de travail, c'est d'analyser ce qui se passe aux confins de l'exploitation mondiale des ressources. Des formes que des sociologues et anthropologues appellent les formes d'extraction. Sur un des nombreux sites d'accumulation primitive, ce que l'anthropologue Anna Tsing nomme des zones frontières. Alors en Chine peut-être pas, il faudrait peut-être comparer. En Indonésie, sur les terrains d'Anna Tsing sans doute, dans l'est du Congo certainement, et dans bien d'autres zones. Là, de nombreux acteurs étatiques, entrepreneuriaux, locaux, se disputent l'accès à ce qu'ils nomment des ressources avec des hauts degrés de violence. Il y a conjointement destruction de sociétés humaines et désorganisation des sociétés animales, ou plutôt transformation rapide et violente des rapports qui lient les forêts, des animaux, leurs parasites et des humains, pris dans des rapports sociaux. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Citons 3 épisodes qui nous permettent, toujours en sciences sociales, de tenter des comparaisons un peu osées pour nous faire penser les situations. 3 épisodes. Brièvement, la dite révolution néolithique, qui s'est accompagnée d'une transformation des animaux, des humains, et des manières de vivre, amenant autour d'animaux qui se sont transformés, de corps humains qui se transforment, toute une série de commensaux, c'est-à-dire des rongeurs, certains oiseaux, etc., autour de ce que Scott appelle le domus néolithique, c'est-à-dire des foyers de production néolithiques particuliers, qui ont été des foyers où certaines épidémies, dans lesquelles certaines épidémies ont trouvé un terrain de jeu particulier, et on peut supposer, grâce aux historiens, il y a un côté interdisciplinaire quand même là-dedans, on peut supposer, grâce à certains historiens, que des villes entières du néolithique ont par ailleurs disparu suite à ces épidémies. Deuxième cas historique, Kyle Harper, sociologue et historien, a proposé à propos de l'Empire romain qu'une série de non-humains ont trouvé dans l'Empire aussi certaines opportunités d'action. On peut suivre ce qui s'apparente à une malaria le long des canaux à Rome, le long des routes, le long des systèmes de distribution d'eau, par moustiques interposés pour ce qui concerne la malaria. Il y a des épisodes de ce que l'on nommait peste de manière un petit peu globale, évidemment, à l'époque, qui sont documentés en 167, en 249 et au début du VIe siècle, avec une première vie de la peste bubonique, dont on connaîtra quelques développements en Europe plus tard. Hypestis, c'est son nom, existait depuis des millénaires en Asie, notamment chez des marmottes, dans leurs terriers collectifs. Certaines ont développé une grande résistance d'ailleurs. Il y a toute une vie sociale entre Hypestis et les marmottes dont nous ignorons les aventures. Par contre, lorsque Hypestis a rencontré une espèce de rat, un de ces commensaux dont on parlait tout à l'heure, il a trouvé tout un milieu de propagation, mais pas seul, puisque ce rat a dû rencontrer des bateaux de commerce, tels qu'ils se faisaient avec l'Orient. Et ensuite, ce n'est pas le rat qui directement a mordu l'humain, mais sa puce, assoiffée, lorsque les rats meurent de la peste. Faute de rats, mordons des hommes. Ensuite, la peste s'est propagée d'humain en humain, par puce humaine interposée, par postillon, etc., le long des routes commerciales. C'est une nouvelle aventure là d'Hypestis qui commencera. Alors tout cela ne serait sans doute pas arrivé si, en 536, dit Harper, au niveau climatique, on n'assistait pas à des grandes transformations liées, des grandes transformations qui vont durer 1 an ou 2, liées aux éruptions volcaniques, à des éruptions volcaniques qui vont déclencher des formes de pluviosité très importantes, y compris dans les territoires des marmottes, qui vont se mettre les marmottes à rencontrer donc beaucoup plus de rats. Mais ça ne serait pas arrivé non plus sans les routes commerciales telles qu'elles étaient en train de prendre et de se déployer. Alors tout ceci
va contribuer à la ruine, dit Harper, c'est une théorie, c'est une hypothèse, à la ruine et au déclin de l'Empire byzantin et du modèle romain en Europe. Il y a d'autres développements, bien entendu. Et tout ceci aura aussi pour effet le développement de discours religieux de type apocalyptique, millénariste, etc. Alors, une question qu'on peut poser en sociologie, c'est de faire ce décalage temporel ou ce décalage dans les espaces et de se demander après, est-ce que ces situations, oui ou non, nous apprennent ou nous font penser quelque chose, des pistes de réflexion, des pistes d'hypothèse à propos de Covid-19. Troisième élément historique, 1492, et ses suites, les opérations coloniales aux Indes américaines déciment des populations entières, je l'ai déjà dit, si bien que l'on peut parler de génocide aux Indes américaines, puis de déshumanisation et de ravage en Afrique au moment de la traite des esclaves. On ne comprend rien au racisme contemporain, d'ailleurs je me permets une parenthèse, comme on s'en permet souvent dans les cours de sociologie, si l'on ne saisit pas ce moment d'exploitation des corps déshumanisés et de destruction de populations entières, difficilement justifiable pour les Européens d'abord chrétiens, puis férus de droits de l'homme, si on ne saisit pas que faire tenir ensemble ces discours et ces pratiques, on ne comprend rien au racisme si on ne saisit pas donc qu'il est compliqué de faire tenir ensemble ces discours et ces pratiques, et que cela passe par la fabrication des racismes biologiques, culturels, etc., etc. Il y aura plusieurs formes qui sont en effet chacune d'elles à analyser spécifiquement. Alors, ces formes de commerce des corps vont contribuer au succès mondial dans les Amériques, en Europe et en Afrique, d'un agent comme la syphilis. Voilà. Ces violences organisées et instituées font donc milieu pour virus et bactéries. Un autre virus connu sous le nom de sida ne serait pas devenu pandémique sans une première accumulation de transmission virale, permise notamment et vraisemblablement par l'organisation coloniale et postcoloniale belge au Congo, faisant de la rencontre fortuite entre le sang d'un chimpanzé et du sang humain, un cocktail non plus exceptionnel, mais devenu au fil du temps mondial. Ça serait aussi l'objet de tout un développement à faire dans de prochains cours. Disons que ce qui arrive aux relations entre humains et non-humains, n'a rien de stable, dépend des violences systémiques, des systèmes sociaux, au tout premier rang desquels il faut mettre l'organisation capitaliste et coloniale. Mais contrairement à ce qu'en pensent ceux qui en bénéficient, ne sont pas immunisés, ceux-ci ne sont pas immunisés de ce qu'ils font. Les virus, bactéries, cycles de CO2, etc., agissent également en retour, y compris, même si de manière moindre et atténuée, chez ceux qui se pensaient immunisés. Ceci nous mène à un deuxième registre de questions concernant les effets retours du coronavirus. Il faudra analyser ici comment et pourquoi les responsables politiques belges et européens ont d'abord construit l'énoncé au début de l'épidémie « Ne paniquez pas », quitte à ne pas se préparer aux effets de Covid circulant le long des réseaux de tourisme mondial, le long des réseaux de circulation de marchandises et des humains qui transportent ces marchandises et les négocient. D'où vient et comment fonctionne ce que Engels appelait, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une sorte de voile de la bourgeoisie. C'est-à-dire, pour le dire un peu vite, une incapacité à se représenter les effets structurels de ses actions. Des effets qui sont contraires à ce que cette bourgeoisie, disait Engels, prétend faire. Il y a donc à analyser et comprendre, caractériser ce sentiment d'impunité, faisant au début de l'épidémie, si vous vous en souvenez, une maladie chinoise inapte à toucher les corps européens. La Chine et l'Afrique peut-être, mais pas nous, semblait-on dire du côté des discours responsables. Il y a aussi à analyser et caractériser la manière par laquelle certaines fractions de classe ont retourné la responsabilité de ce qui allait devenir une pandémie sur les premières victimes, sur les populations qui en seront d'abord les victimes. Ce schéma, 1. Ne pas penser les effets de ses actions. 2. Se sentir immunisé de ses effets. 3. En rendre responsables ceux à qui cela arrive en priorité.
se retrouvent dans les villes européennes, et ça sera le point suivant. C'est mon troisième point, un troisième registre de questions. Les prises du virus en Europe sont différentes selon les milieux. Il faut ici parler de l'organisation du travail. Les mesures de protection, masques, détection, gestes barrières, distance sociale, comme on disait, n'ont pas été rendues possibles partout de la même manière. Durant le confinement, le Covid a fait exister la différence entre des exposés, activités qui ont été dites essentielles, et des confinés, au travail, c'est le télétravail, ou confinés par chômage interposé, ou confinés à la maison. Et il y avait aussi les enfermés dans les structures disciplinaires, prisons, centres fermés, auxquels on peut ajouter peut-être les homes. Les travailleurs d'Amazon ont témoigné de l'absence de réorganisation du travail à l'occasion de Covid. Ils ont déployé toute une série de luttes sociales, d'ailleurs, à ce sujet, qui sont aussi des objets de sociologie. Idem dans la grande distribution. Amazon, c'est crucial, puisque c'est aussi l'entreprise qui a permis de faire fonctionner, en tout cas c'est cette manière de produire qui permet de faire fonctionner le confinement, puisque l'on peut téléphoner, ou pas téléphoner, pardon, que l'on peut commander par Internet et que les travailleurs d'Amazon suivent, et puis les livreurs suivent, etc., etc. Donc tout cela ont témoigné donc de l'absence de réflexion sur l'organisation du travail à cette occasion. Et bien sûr, on peut aussi mentionner les soins de santé, les métiers urbains, garde de sécurité, transport public, et les métiers domestiques, nettoyage, garde d'enfants, faits par des gens avec ou sans papier. Ce sont ces métiers qui ont connu comparativement le plus d'exposition au virus, donc de malades et de morts à âge égal. On le sait d'études anglo-saxonnes, on le sait moins en Belgique, puisque nos institutions de fabrication des statistiques, c'est aussi un sujet d'étude, comment fabrique-t-on les statistiques, ne font pas ces statistiques liées aux professions et aux métiers. Du côté des confinés, d'autres troubles ont été remarqués, mettant en cause l'idée pré-Covid, selon laquelle le télétravail était notre horizon radieux d'avenir. Les rapports de force entre genres, la gestion des frontières entre travail et non-travail, sont autant de sujets qu'il s'agirait d'aborder et sur lesquels il s'agit de mener des recherches et des réflexions au sein de nos cours et de nos enseignements. Les enfermés dans les institutions disciplinaires, ou totalitaires selon les mots du sociologue Goffman, ont eu affaire aux effets de leur mise à l'écart, ce qui constitue un autre chantier que nos cours et nos recherches ont à aborder. Si l'on en revient aux exposés, à ceux qui sont exposés, et à certains confinés, il s'agit aussi de faire une sociologie de la ville, d'où n'est jamais absente la question raciale. Les plus exposés sont issus de ce qu'on appelle, en sociologie, les migrations postcoloniales d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, pour ce qui concerne la Belgique. Une fois rentrés du travail, il s'agissait de se confiner avec d'autres personnes. Mais dans quels espaces ? Dans quel logement? Avec ou sans jardin? Dans quel quartier? Avec ou sans espace vert? Deux éléments ici, pour me faire comprendre. D'une part, la propagation du virus semble facilitée dans des espaces plus pollués, à savoir des espaces des villes les moins chères où habitent d'ailleurs les plus exposés par le travail et le plus de confinés dans des logements les moins réaménageables. Le taux de contamination différencié est aussi à analyser à l'échelle européenne, à l'échelle des sous-régions, à l'échelle des villes. C'est ce que le sociologue Sheehan nomme le racisme environnemental. Il ne s'agit pas d'un mot raciste, d'un énoncé raciste de type sale ceci, sale cela, mais d'un système aux conséquences racistes visibles dans les villes. Quelle fut dès lors, notamment à Bruxelles, la réaction policière? Contrôler les gens dans l'espace public. Il faut se demander quels gens, où et comment. Faisant de ces rencontres dans l'espace public la cause principale de la propagation du virus. Bref, si vous vous souvenez de ce que je disais à propos du voile de la bourgeoisie, rendre responsable de la situation dans laquelle ces gens sont mis, notamment, ils sont mis là par l'organisation des rapports de production, des rapports de force où on travaille, etc., des rapports de domination, les rendre responsables de la propagation, ceux qui en sont par ailleurs les premières victimes. Donc on retrouve ce voile de la bourgeoisie
Donc, de temps à autre, en sociologie, c'est intéressant d'aller voir d'anciens concepts et de voir comment ils fonctionnent ou non dans une situation présente, quitte à les réaménager et à faire penser à développer la situation. Les bénéficiaires d'un rapport d'oppression rendent responsables les victimes des conséquences d'un système qu'ils défendent. Car notamment, ils se sont mis, disait Engels aussi, dans des positions, des habitations, qu'ils font en sorte qu'ils n'ont même pas à voir le chemin des conséquences qu'ils sont en train de produire. C'est ainsi que les courses-poursuites policières ont connu, notamment à Bruxelles, un regain d'exposition. Le jeune Adil est mort à Anderlecht suite à un contrôle Covid. Et en même temps, Covid a rendu, aux yeux de groupes non habitués aux poursuites policières, plus existante cette question du traitement policier dans certains quartiers. Les situations de contrôle au faciès sont attestées par de nombreux acteurs de ces quartiers. Ils existent bien, ces contrôles, avant Covid, comme l'atteste également une vidéo récente que certains d'entre vous ont pu consulter de 2 agents de police habitant aux alentours, qui traitent les habitants qui habitent aux alentours de leur commissariat de toute une série de noms d'oiseaux et surtout qui diffusent ensuite cette vidéo comme s'il s'agissait d'un rite de bravoure à leurs collègues masculins. L'analyse de ces documents, issus de comités locaux, de ces vidéos, apporte du savoir, permettent de saisir, ou de commencer à saisir, ce qui se répète et ce qui est nouveau. Ce qui, dans l'organisation de la police, constitue ces contrôles d'identité et leurs conséquences. Les sciences sociales peuvent accompagner ces productions de savoir. Si l'on suit à nouveau Engels, les groupes opprimés peuvent disposer de formes de savoir sur l'oppression et l'oppresseur, sur les techniques d'oppression que les groupes oppresseurs ont tendance, consciemment ou non, à voiler. Enfin, et c'est mon 4e et dernier point, même s'il y en aurait bien d'autres à traiter, maisons de repos, etc., on en a à peine parlé, rapport à l'expertise scientifique, tout ça fait partie du champ des sciences sociales. Donc mon 4e et dernier point, disais-je, Covid n'a pas existé sans que se déploie aussi toute une série d'actions collectives qui ont cherché à se protéger sans attendre des actions de l'État. Actions syndicales, je l'ai évoqué brièvement à propos d'Amazon, actions de type qu'on appelle dans le langage courant de solidarité, venues d'habitants, notamment des quartiers dont je parlais tout à l'heure, mais aussi propositions, hésitations sur notre mode de vie, comme dit le sociologue Bruno Latour. De cela aussi, il faut faire la sociologie. Je m'explique, la réaction complotiste, dont on entend beaucoup parler, et dont il s'agirait alors vraiment d'essayer de comprendre les ressorts. Un de ces ressorts pourrait être, à vérifier, si les experts nous prennent pour des idiots, je fais l'idiot. Mais il y en a bien d'autres. Si nos systèmes européens s'effondrent, c'est que le coronavirus n'existe pas parce que nous ne pouvons pas nous effondrer comme système européen. Ça serait plutôt un affect, comme on dit en sociologie, un sentiment là suprématiste qui aurait été heurté. Mais bon, ces réactions dites complotistes ne sont pas les seules réactions collectives au Covid. Des salariés de la STIB cherchent à faire exister un droit de retrait. Eh bien, c'est une innovation à étudier dans les mouvements sociaux. C'est un nouveau mode d'action collective. Du personnel soignant cherche à repenser les rapports de force au sein de l'hôpital entre aides-soignantes, infirmières, médecins et médecins et gestionnaires. Des groupes d'entraide variés se sont également multipliés. En faire les descriptions fines est un enjeu important, car il semble que ces situations Covid risquent, en raison notamment des changements climatiques et de la reprise extractiviste qui vont main dans la main, de se reproduire à propos d'autres êtres qui imbriquent humains et non humains. CO2, azote, vortex, cycle du phosphore, Gulf Stream et même les abeilles.